Bonjour à tous. Donc, comme dit, moi je suis le docteur Blais, je suis psychiatre dans un hôpital de jour que peut-être vous connaissez qui s'appelle Adipsy, qui fait partie du groupe Santé Basque Développement. Et je travaille plus spécifiquement sur la question des troubles de la personnalité. On a développé des soins spécifiques pour les troubles de la personnalité, notamment borderline, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et voilà, j'ai 40 minutes et après apparemment on aura un peu de temps pour les questions. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas quel est le... Souvent, quand on parle de troubles de personnalité à des gens des centres experts bipolaires ou qui font de la bipolarité, c'est pas forcément quelque chose qui est connu. Donc, je vais revenir un peu sur l'histoire des troubles de personnalité. Après, je vais vous parler de la psychopathologie, enfin, du fonctionnement psychique des patients borderline. Et puis, on verra un certain nombre de mythes qui ont la peau dure. Et ensuite, on parlera un petit peu des liens, et des liens notamment scientifiques avec la bipolarité. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. C'est intéressant l'histoire du trouble de personnalité borderline parce que c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire à la fois intellectuelle, avec des thérapeutes psychodynamiques et psychanalytiques à la base, puis scientifique, et basée fondamentalement sur de la recherche clinique. Donc c'est vraiment une très belle histoire. En quelques mots, en fait, les patients borderline, on a commencé à les décrire. Enfin, ils ont commencé à être décrits comme étant des patients qui résistent à l'analyse. C'était ça le gros truc. Donc les patients borderline, c'était les patients qui résistaient à l'analyse. C'est cet article de Stern en 38. Ouais, 38, c'est ça. Donc c'est la première fois qu'on avait ce nom borderline. Ça ne veut pas dire que les patients sont apparus en 38, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on les nommait. Et c'était des patients qui résistaient à l'analyse. Puis ensuite, c'est resté très très flou, jusqu'à des travaux à peu près au début des années 60 qui ont vraiment... Il y avait d'autres travaux, bien sûr, notamment français, mais ça a été surtout des travaux américains avec ce monsieur qui s'appelle Otto Kernberg, qui a développé l'organisation de personnalité borderline, qu'on a qualifié ensuite, ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'état limite ou le trouble de personnalité, comprendre dans l'organisation de personnalité borderline quelque chose qui est beaucoup plus large que ce que nous on appelle le trouble de personnalité borderline aujourd'hui. C'était une première conceptualisation. Si vous essayez de le lire, c'est assez difficile à lire. Mais c'était assez pionnier à l'époque, puisque... bon, pas que je m'en souvienne, parce que comme vous le voyez, j'ai pas 70 ans, mais c'était très pionnier parce que personne n'avait vraiment conceptualisé aussi bien la chose. Et donc, du coup, ça a commencé à faire bouger les lignes un petit peu. Mais bon, on n'avait pas grand-chose de plus que ça. Puis ensuite, il y a eu le monsieur du milieu, qui lui est arrivé, il a dit, bon, ok, on a ce concept psychanalytique un peu flou, on va essayer de faire des critères diagnostiques pour faire de la recherche quantitative dessus. Donc c'est lui qui a développé les critères diagnostiques du trouble de personnalité borderline et qui les a fait rentrer dans le DSM, qui ont très 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 peu changé, voire pas du tout changé depuis le DSM-3 où ça a été mis en place. Donc on a des critères, maintenant on peut faire de la recherche. On peut faire de la recherche, on commence à voir qu'il y a beaucoup de comorbidités, que c'est quand même un diagnostic qui est valide scientifiquement, qui est stable dans sa construction statistique. Donc ok, mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Puis rapidement, on a mis en place des longues cohortes de patients. Donc on les diagnostiquait à 0 année de maladie, entre guillemets, on les prend. Et puis tous les 2 ans, on leur faisait les mêmes analyses, les mêmes échelles psychométriques pour voir qu'est-ce que ça devenait spontanément, sans traiter. Et on s'est rendu compte que en fait, ces patients-là s'amélioraient avec le temps. Ce qui était juste improbable pour l'époque, puisqu'à l'époque, on pensait que borderline un jour, borderline toujours, ou narcissique un jour, narcissique toujours. Et en fait, on s'est rendu compte que les troubles de personnalité, et notamment le trouble de personnalité borderline, changeaient au fur et à mesure du temps. Ce n'était pas un trouble du tout chronique au sens où on l'entendait spontanément à la base. C'est-à-dire, concrètement, on en reparlera tout à l'heure, que à 10 ans, c'est 90%, ou 10, 15, 20 ans, oui, c'est 10 ans. 10 ans, c'est 80% des patients qui ne remplissent plus les critères de trouble de personnalité borderline, qui les remplissaient à la base. Donc ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui ne sont plus borderline au bout de 10 ans. Ils ne vont pas tous bien, c'est seulement la moitié qui sont vraiment rétablis. Mais donc il y a vraiment un cours de la maladie chez les patients borderline qui est spécifique et qui est positif. Donc ça a été le premier truc. On se dit, ok, on a des données, on sait que c'est un vrai diagnostic, maintenant on voit qu'ils peuvent s'améliorer avec le temps. Il nous manquait un truc, c'était le traitement. Et il y a eu des premières vagues d'essais contrôlés randomisés qui ont été faits, avec notamment
Marshall Linehan et Bateman et Fonagy, qui eux ont montré que non seulement il s'améliorait avec le temps, mais qu'en plus on pouvait le traiter. Alors oui, on ne pouvait pas le traiter avec des médicaments, ça on a très vite compris que ça ne marchait pas. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec des psychothérapies structurées, spécialisées, on pouvait améliorer ces patients. Et ça a été la dernière pierre qui nous manquait pour dire, OK, il faut le diagnostiquer, puisqu'on a même des traitements qui fonctionnent pour ça. Donc c'est quand même une histoire intéressante, parce qu'on part de un article simplement où on dit ok, ces patients ils résistent au traitement, et on finit par avoir toute une quantité de données de littérature scientifique et psychanalytique pour avoir justement des réponses à nos questions sur comment le traiter, comment ça marche, etc., etc. Donc je trouve cette histoire intéressante parce que ça nous rappelle aussi le processus scientifique et de la connaissance. Et donc voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le trouble de personnalité borderline, c'est quelque chose qui est fréquent? Le trouble de personnalité borderline, je pense que la majorité d'entre vous le savent, c'est quelque chose qui est très fréquent. On parle d'1,6 à 2% de la population générale. On parle de 20%, un patient sur 5 hospitalisé en psychiatrie qui coche les cases du trouble de personnalité borderline. 10% de visites aux urgences, toutes confondues, pas seulement psychiatriques. Et bien sûr, beaucoup de comportements autodommageables. Un risque suicidaire qui est augmenté également, avec un taux de décès par suicide entre 4 et 10% chez les patients non traités. Chez les patients traités, on descend en dessous de 1%. Donc c'est quand même intéressant. Et ça représente quasiment un tiers des suicides chez les sujets jeunes. Donc il y a un vrai sujet de santé publique, et un vrai sujet en plus, d'autant plus que ce diagnostic, en lien avec tout un tas de choses qui nous seraient trop complexes de rentrer dedans, est de plus en plus prévalent et doit être de plus en plus considéré en tout cas. Du coup, ça nécessite maintenant de définir ce que c'est. Alors, pour définir ce que c'est, on a les critères du DSM. Voilà. Bon, je pense que vous savez lire, donc vous pouvez les lire, mais je ne sais pas si c'est vraiment le truc le plus utile pour comprendre vraiment l'essence de ce qu'est le trouble de personnalité borderline. Donc, plutôt que de vous lister les 9 critères, on peut le faire, mais plutôt que de les lister comme ça, effort frénétique pour éviter les abandons, relations interpersonnelles instables, etc., je préfère vous présenter un truc un peu développemental pour que vous compreniez un peu le parcours d'un patient borderline et comment il en arrive justement à présenter ces 9 critères. Mais on pourra rentrer dans le détail des critères si vous le souhaitez. De toute façon, on va tous les passer en revue. Tout part de là. Ça, c'est un modèle qui s'appelle le modèle biosocial. C'est Marshall Linehan qui l'a développé, qui postule qu'un patient borderline, il ne naît pas neutre. Il naît avec une vulnérabilité émotionnelle génétique, héritable, avec une propension, en fait, si vous voulez, à ressentir les émotions beaucoup plus fort, beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus longtemps que la majorité des gens, particulièrement à ce qui touche à la solitude, le rejet, l'abandon. L'héritabilité, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que l'héritabilité de la bipolarité, c'est autour de 80%, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que 80% de la maladie est imputable à ce qui est hérité. L'héritabilité du trouble borderline, on est à 55%. Donc c'est plus que la dépression seule. Et c'est parmi un certain nombre de troubles, c'est quand même plus de la moitié qui est héritable, quoi. Et quand d'autres troubles de personnalité, ça peut monter encore plus haut. Donc il y a une vraie part biologique génétique, on reviendra après dessus, avec laquelle on est, une vulnérabilité. Et en fait, cette vulnérabilité, elle touche aux émotions et elle touche au lien à l'autre. À partir de ce moment-là, ça crée des besoins fondamentaux qui sont différents. Si vous êtes extrêmement sensible, pour avoir et pour développer un système d'attachement qui va être sécure, vous allez avoir besoin que les gens prennent en compte cette sensibilité. D'accord ? Si ce n'est pas pris en compte, cette sensibilité, si finalement vous êtes traité comme les autres, au mieux, ça ne va pas marcher. Je prends un exemple, c'est ce que Marshall Linehan appelait l'invalidation. C'est ce décalage entre ce que vit le sujet qui a cette vulnérabilité génétique et ce que l'environnement est capable de donner. Exemple. Imaginons que moi, je sois extrêmement dysrégulé émotionnellement depuis que je sois jeune. J'étais jeune. Je vais voir mes parents, j'ai 6 ans, et je leur dis, écoutez, le chien de Quentin, mon ami, est mort, j'en peux plus, ça fait 3 jours que je pleure, par exemple. On pourrait se dire que là, c'est quand même particulièrement fort, on est d'accord. Pleurer pour un chien qui est mort qu'on ne connaissait même pas, qui est mort depuis 3 jours, c'est beaucoup. On peut avoir la réponse d'un parent qui va être de dire, par exemple, bah, attends, mais pourquoi ça te fait pleurer, tu ne le connaissais pas? Ou tu ne devrais pas pleurer, tu es un homme, et un homme, ça ne pleure pas.
etc., etc. Vous voyez, on vient invalider, c'est-à-dire qu'on vient reconnaître comme n'étant pas légitime le vécu émotionnel de l'enfant. Okay. Alors après, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est un peu plus violent. Dans le pire des cas, c'est plutôt prends une tarte et tu sauras pourquoi tu es triste, ou encore bien pire. Okay. Mais l'idée de fond, elle est là. J'ai des besoins de sécurité affective, j'ai des besoins de pouvoir compter sur les gens et voir que mes besoins sont légitimes parce que les gens s'y intéressent et les gens m'aident à les réguler. Et je n'ai pas ça parce que mes besoins sont différents de ceux de la majorité des gens et que mes parents, parfois, ne savent pas. Parce que souvent, on pense au trouble de personnalité borderline comme étant un trouble qui est issu de la famille ou de trauma. C'est très fréquent, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous avez des gens qui n'ont pas vécu de trauma, mais simplement dont les parents, même en voulant faire au mieux qu'ils pouvaient, ils étaient complètement à côté de la plaque. Souvent, je donne ces métaphores aux patients, on leur dit, mais si tout le monde chose du 39, peut-on vraiment en vouloir à vos parents de vous acheter du 39 comme à vos 5 frères et sœurs qui avaient besoin du 39 ? Simplement, vous avez des pieds qui font du 45, vous, donc ça vous fait mal. Vous voyez un peu l'idée ? Encore une fois, dans le meilleur des cas, bien sûr, s'il y a de la maltraitance, etc., ça aggrave le phénomène. Ok ? C'est clair ça, jusqu'à là ou pas ? Et donc, en fait, c'est ça qui va se développer. C'est là que ça va se développer. C'est cette rencontre entre la dysrégulation émotionnelle, vulnérabilité génétique et l'invalidation de l'environnement. Et après, ça va ressembler à ça. Alors du coup, je vais commencer à grandir, me sentant un peu comme un alien, parce que je ressens des trucs, et notamment sur la solitude, notamment sur le rejet, qui sont différentes des autres. Et je me sens en permanence insécurisé, j'arrive pas à me réguler. Donc, de plus en plus, je grandis comme un alien. Je comprends pas et j'arrive pas à interagir de manière adaptée avec autrui. Très souvent, les patients ils décrivent à 7-8 ans une espèce de sensation de vide, voire des idées suicidaires très très tôt, et un manque de sens, puisque qu'est-ce qui crée le sens de la vie humaine ? C'est en grande partie les interactions avec les autres, la capacité à faire partie d'un groupe. Et ça, c'est des choses qui structurent de manière très importante l'identité. Donc du coup, j'arrive pas à me développer sur le plan identitaire, j'arrive pas à me développer sur le plan relationnel, sans tout camoufler. Donc je vais tout foutre sous le tapis, puis on va bien voir ce que ça va donner. Bien évidemment, ça ne marche pas nécessairement. Bien évidemment, si on me rajoute là-dessus des traumas, on vient juste mettre un coup de pied dans quelqu'un qui marche déjà avec des béquilles. Donc ça augmente encore plus ce sentiment de décalage et encore plus cette vision d'être un alien, d'être quelqu'un de mauvais. Et puis arrive l'adolescence. Et alors l'adolescence, c'est merveilleux parce que on s'en souvient tous, c'est quand même une période assez ingrate. Mais pourquoi c'est une période assez ingrate ? Parce que tous les adolescents, dans une certaine mesure, dysrégulés émotionnellement, sont impulsifs, ont des problématiques relationnelles, des relations assez instables. Mais c'est normal. Mais si vous avez ça, plus ce que je vous ai dit avant, bah ça explose. Ça explose, et du coup, il va bien falloir trouver une manière de le gérer. Et là, on va voir se mettre en place deux choses un peu différentes, mais qui sont très liées. Je ne sais pas comment gérer. Je ne sais pas comment gérer, donc apparaissent des crises émotionnelles. Il faut que j'arrive à les gérer. Donc comment je vais faire ? Je vais aller au plus simple. Je me coupe, ça descend. Je consomme, je me mets en danger, je mange, j'achète, etc., etc. Tout ça sont des stratégies de régulation émotionnelle. On pense souvent, par exemple, qu'un patient borderline qui a pris 14 comprimés de Temesta aux urgences a voulu se suicider. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être juste un patient qui est en crise, qui les a pris, et voilà. Et qui n'avait pas de volonté, d'intentionnalité suicidaire nette derrière. Il y a toujours une ambivalence, mais pas forcément d'intentionnalité suicidaire nette. Donc, les comportements autodommageables vont commencer à apparaître, et ça va marcher. Un patient qui se coupe, ça marche. Et ça s'arrête en one shot. Alors après, ça va moins bien, mais ça s'arrête très très vite. C'est pour ça qu'ils le refont d'ailleurs. Et ça, on a des corrélats neurobiologiques très solides pour appuyer ça. Des études assez obscures conduites dans des époques où les normes éthiques n'étaient pas nécessairement les mêmes, où ils activaient émotionnellement les patients, ensuite, les patients volontaires bien sûr, et ensuite ils les piquaient avec une aiguille pour voir ce que la sensation de douleur pouvait créer en termes d'apaisement sur le plan relationnel. Mais bon, en tout cas, on a ce truc de « Ah, ça m'a régulé ». Et donc, du coup, c'est pas de la régulation émotionnelle fonctionnelle. Donc, la fois d'après où je vais être dysrégulé, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais refaire la même, puis je vais refaire la même, puis je vais refaire la même, etc., etc. Ça, c'est pour les crises. L'autre partie, c'est
ma vie n'a pas de sens, je n'arrive pas à être en lien avec des gens, je n'arrive pas à fonctionner sur un plan social, je n'arrive pas à savoir qui je suis. Et là, je découvre un truc, c'est les relations humaines, amicales et surtout amoureuses, particulièrement fortes, c'est l'adolescence. Qui n'a jamais écouté de chansons très très tristes après son premier chagrin d'amour? On vit les trucs de manière très intense. Mais eux, ça vient résoudre aussi ce problème de souffrance identitaire et de décalage. Quelqu'un m'aime, donc j'existe. Quelqu'un m'aime, donc c'est super, c'est magnifique, tout va bien, mes problèmes sont résolus, identitairement je suis comblé, émotionnellement je suis comblé, etc. etc. Et du coup j'idéalise la personne, c'est magnifique, elle est géniale. Mais du coup, je ne vois plus que ses qualités à cette personne. J'ai une vision très binaire, très clivée des choses, jusqu'à ce que je découvre d'autres choses ou que je sois déçu, etc. Et là, s'il y a un truc qui vrille, alors à ce moment-là, il est très possible que la personne parte. Et ça, c'est terrible, parce que si la personne part, alors je reviens à ma base, qui est quand même pas extrêmement fonctionnelle. Donc, je dysrégule, ça va pas. Du coup, y a des crises, après je me sépare ou pas, mais en tous les cas, après j'ai besoin d'encore plus de relations et d'encore plus de fusionnalité pour être bien. Vous voyez? Et donc il faut vraiment comprendre ça, le trouble de personnalité borderline, comme une succession d'états où en fait on a un état de base, qui serait un état qu'on pourrait appeler connecté, qui est cette idée de je vais bien, entre guillemets, je reste très sensible à l'abandon, je me sens vide, mais au moins je suis en lien avec un humain, où je suis en lien avec quelqu'un, donc je me sens régulé. Puis quand je perds ce lien, quand je perds cette connexion, souvent sous forme d'abandon ou de rejet imaginaire ou supposé, alors je commence à dysréguler sur le plan émotionnel et je commence à être mal, peut-être les premiers comportements autodommageables, chercher de la réassurance. Si ça marche, alors je reviens à mon état de base très connecté. Si ça marche pas, bien sûr, je m'enfonce de plus en plus. Et on le connaît, hein. Je regarde sur Instagram et je vois que mes 2 amis se voient sans moi. Ces amis dont je suis extrêmement proche. Alors je commence à m'activer, je suis pas bien, je commence à les insulter, je dis vous en avez rien à foutre, de toute façon vous m'oubliez tout le temps, vous pensez pas à moi, etc. Si mes amis me disent pardon, désolé, mais en fait c'est parce que machin, etc. Et qu'ils arrivent à me convaincre qu'en fait non, ils m'ont pas abandonné, alors, ok, c'est bon. Si par contre ils me disent écoute tu nous fais chier à chaque fois, c'est la même chose, à chaque fois tu te plains et tu pleures et c'est infernal, ben là je commence à m'enfoncer de plus en plus. Et autant là j'avais peur d'être abandonné, autant là je me sens abandonné. Là je suis abandonné pour le coup. Et là je m'effondre tellement que je vais avoir des passages à l'acte, suicidaires, etc. etc. D'accord? Et puis là c'est le dernier stade, ça c'est quand vraiment je suis plus du tout accessible à rien du tout. Là je peux être encore accessible à la réassurance. Là je la rejette, la réassurance, mais je peux quand même encore y être accessible. Là plus du tout. Ok? Ça fait sens ou pas? Et du coup, c'est ça qui est important à comprendre. Si vous comprenez ça, vous comprenez le fonctionnement du trouble de personnalité borderline. Et donc vous comprenez la boucle dans laquelle ces patients sont, à la fois sur un plan relationnel et sur un plan de régulation émotionnelle. Et vous comprenez les 9 critères. Effort frénétique pour éviter les abandons réels ou imaginaires, tendance aux relations interpersonnelles intenses et instables, trouble de l'identité marqué, impulsivité en lien avec la dysrégulation émotionnelle, comportement autodommageable en lien avec la dysrégulation émotionnelle, sensation chronique de vide puisque je ne suis jamais vraiment en lien avec les gens, dans une espèce d'idéalisation, dévalorisation des gens. Je n'ai aucune idée de ce que je vis parce que je ne peux pas intégrer toutes les parties de mon identité. Par exemple, vous avez un patient borderline, le trouble identitaire, ça va s'exprimer par il est en couple, alors c'est une bonne personne, il mérite des trucs et c'est très bien, et puis il est plus en couple et c'est la pire personne au monde. Ça, c'est la fluctuation identitaire. Vous voyez ? Donc ça fluctue tout le temps, donc je ne sais pas qui je suis, j'arrive pas à me décider sur ce que je veux. Sentiment chronique de vide, c'est pour la raison que je viens de citer. Colère, parce que dysrégulation émotionnelle. Et puis idéation paranoïaque transitoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que quand je suis hyper dysrégulé, ben, je vois plus que la méfiance ou ce que les gens peuvent me faire du mal. On a tous déjà été très en colère, je suppose, et on a tous déjà vu et dit potentiellement des choses qui dépassaient notre pensée, soit à la personne en face, soit dans notre tête. Pourquoi? Parce que quand on est activé sur le plan émotionnel, on perd la capacité de mentalisation, on perd la capacité de nuance, on perd la capacité de voir les choses sous un angle global. On voit les choses uniquement qui nous activent. Ok? Bah, eux, c'est pareil, mais du coup, eux, c'est tellement plus fort que ça devient quasiment délirant. Une patiente me racontait comment,
quand elle faisait des soirées avec ses amis, qu'elle était mal, elle avait l'impression que quand il parlait pour l'hospitaliser contre son gré. La différence avec la psychose étant qu'une fois qu'on est moins dysrégulé, il n'y a plus ça. D'accord? Bon. Si vous avez compris ça, vous avez compris le borderline. Maintenant, vu que le temps passe, j'aimerais vous... Je me sens d'humeur un peu taquine. J'ai rarement l'occasion de parler avec des gens qui travaillent dans un centre expert bipolaire. Et je suis passé en stage ici et j'ai entendu des choses qui, à l'époque, je croyais vraies et qui, en fait, ne l'étaient pas. Et donc, j'aimerais les reprendre. Alors, il y en a des mythes généraux et puis des mythes un peu plus spécifiques, on va voir. Bien entendu, c'est de la taquinerie, ne le prenez pas mal, mais je trouve que c'est intéressant quand même aussi de nuancer certaines positions qu'on peut entendre parfois. Vous avez déjà entendu ça? C'est pas vraiment une maladie. C'est pas, voilà, c'est des problèmes de caractère, c'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de ils sont chiants. Enfin, mais c'est pas une vraie maladie comme la bipolarité. Si la schizophrénie ou la bipolarité est une maladie, le trouble de personnalité borderline en est une aussi. Parce que le diagnostic est valide scientifiquement, a une base génétique bien connue, en tout cas aussi connue que celle d'autres maladies, a des déterminants génétiques connus, a un cours de la maladie connu, a des traitements connus, commence à faire un certain nombre d'éléments, et a même une revue systématique, une revue de littérature dans Nature, à côté du Major Depressive Disorder ou du Bipolar Disorder. Suffisamment d'arguments, bien entendu, une validité interjuge dans l'évaluation des critères, bien évidemment une différenciation potentielle d'autres maladies. Donc, il coche toutes les cases de la maladie mentale. Ou alors, on peut sélectionner ceux qui sont des maladies, ceux qui n'en sont pas, mais ce n'est pas forcément très très juste. Alors, deuxième mythe, on ne peut pas le diagnostiquer quand il y a une dépression. C'est faux. C'est faux. Et alors ça, quand moi, on m'a appris ça, on m'a dit ça, j'étais OK. Et là, je commence à m'intéresser à la littérature, puis je vois des confs et je me forme au trouble de personnalité borderline, et on me dit c'est faux. Je dis, mais c'est pas possible, on m'a pas dit un truc faux. Si. Et c'est très très bien démontré. On sait très bien que le diagnostic de borderline, à partir du moment où il est fait sur une anamnèse, comme à chaque diagnostic en fait, sur une anamnèse, sur les symptômes cliniques présents, etc. C'est pas parce qu'on est en dépression que ça change, que ça rend moins valide la pose du diagnostic. 1 et 2, cette étude très très intéressante sortie dans l'American Journal montre que quand on pose un diagnostic de trouble de personnalité pendant une dépression ou en dehors d'une dépression, quand on regarde après ce que ça donne, en fait, il n'y a aucune différence. Le diagnostic est valable, qu'il soit posé en dépression ou pas. Okay. Donc, là encore, à nuancer. Comme il faut nuancer ça. Bon, on va traiter l'axe 1 avant, parce que c'est le plus important, et puis le reste, après, ça changera avec le temps. Ou on verra après, puisque finalement, j'y reviendrai, les troubles de personnalité, c'est plus un truc de psychologue. Vous pouvez rajouter peut-être parfois un petit peu de... si je suis taquin, un peu de mépris derrière ça. Mais c'est faux, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, certains cas très spécifiques, où on retrouve effectivement que ça ne sert à rien de se lancer dans une psychothérapie avec un patient qui consomme toute la journée. De l'alcool, par exemple, ou des substances. Un patient anorexique avec un IMC inférieur à 15. Un patient maniaque décompensé ou hypomaniaque décompensé. Un patient mélancolique. On est d'accord sur ça. De toute façon, on ne peut rien faire tant qu'ils ne vont pas un peu mieux. Mais une fois qu'on sort de ça, c'est pas si vrai que ça. Par exemple, on sait que pour la dépression, traiter la dépression chez un patient qui a une dépression et un trouble de personnalité borderline, qu'elle soit bipolaire ou pas, n'améliore ni la dépression ni le trouble de personnalité borderline. Et que traiter un trouble de personnalité borderline améliore le trouble de personnalité borderline et la dépression unipolaire en l'occurrence. Bipolaire, c'est vraiment des prises en charge qu'il faut conjointement. Ok ? Et ce truc-là, c'est vraiment le résidu de l'axe 1, axe 2, l'organisation axiale du DSM avant. Et alors ça, c'est quand même assez fun. C'est un fun fact parce qu'en fait, ils ont créé cette organisation axiale, axe 1, axe 2, pour dire
il faut considérer les troubles de personnalité et les retards mentaux, parce qu'il y a aussi le retard mental dans l'axe 2, de manière plus importante, parce que c'est des trucs qui sous-tendent les autres maladies. Et finalement, c'est devenu, l'axe 2, c'est pas l'axe 1. L'axe 1, c'est ce qui est des vraies maladies. L'axe 2, on ne sait pas trop. Donc ça a eu l'effet complètement inverse de ce qui était escompté. Et donc, du coup, ça a pu changer, on a pu changer un peu la vision du truc. Parce que, alors ouais, c'est pas qu'une question de résistance, mais c'est aussi une question de persistance des symptômes. Une personne qui a un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux, qui a un trouble de personnalité associé, ces symptômes, ils vont avoir plus de chances de persister et il va avoir beaucoup plus de chances de résister au traitement médicamenteux et au traitement psychothérapique. Il y a une vraie influence des traits ou des troubles de personnalité pathologiques avec des traits de personnalité pathologique ou des troubles de personnalité sur l'efficacité des traitements de l'axe 1. Et c'est vrai pour toutes les maladies de l'axe 1, que ce soit sur le traitement ou sur la stabilité de la rémission. Un patient borderline qui est équilibré sous lithium, parce qu'il a un trouble de bipolaire de type 1, s'il est très très borderline et pas du tout suivi, ça risque d'être compliqué sur la prise à long terme. Ça, j'en ai déjà parlé. Autre mythe, il ne s'améliore pas, ces patients. Ça ne change pas, c'est faux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. 93% des patients ont une évolution symptomatique, les critères symptomatiques positifs à 10 ans, mais simplement 50%, donc la moitié des gens, ne retrouvent jamais un fonctionnement qui peut être qualifié de rétablissement complet. Il persiste une altération du fonctionnement socio-professionnel. Pourquoi? Parce que les comorbidités, parce que la dépressivité, parce que l'addiction, parce que le TCA, etc., etc. Ce qui est assez logique. Mais vous, patient, comment on peut comprendre ça? Moi, la manière dont je le comprends, c'est on est beaucoup moins impulsif et dysrégulé à 20 ans qu'à 40 ans. Tout simplement. Et souvent, quand vous voyez des patients qui ont eu 10 ans, 15 ans, alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais des patients qui ont eu 10 ans, 15 ans d'évolution, et ben en fait, vous les voyez, ils vous disent, ben en fait, à 20 ans, je faisais des tests tout le temps, aujourd'hui, ben, j'en fais beaucoup moins, etc., etc. OK? Cinquième mythe, pas de traitement disponible. Alors, effectivement, il n'y a aucune donnée scientifique prouvant une efficacité d'un quelconque traitement médicamenteux dans le trouble de personnalité borderline. En tout cas, pris seul, en dehors des comorbidités, bien évidemment. Là, je parle pour traiter le trouble de personnalité borderline. Par contre, des données scientifiques sur l'efficacité de traitements psychothérapiques spécialisés, comme la thérapie comportementale dialectique de Marshall et Hahn, comme la thérapie basée sur la mentalisation, comme la thérapie focalisée sur le transfert. Donc là, vous avez une thérapie TCC, une thérapie sur l'attachement, une thérapie psychoanalytique et une thérapie des schémas, et la thérapie des schémas. Ça, on sait que ça marche. Alors, pour être honnête, pas chez tous les patients. On a 50% à peu près de patients qui ne répondent pas aux interventions psychothérapiques. C'est tout un sujet, justement, d'améliorer la qualité des interventions psychothérapiques. Je ne sais pas si on est très très loin des taux de rémission et des taux d'efficacité des antidépresseurs dans la dépression majeure. Mais on a des données, on sait que ça se traite. Et quiconque a déjà travaillé avec des patients borderline dans un service de psychothérapie spécialisée le sait. Mais le problème, c'est que des services de psychothérapie spécialisés, il n'y en a pas 3000. Et alors du coup, la question qu'on a après, c'est ouais, ok, mais en fait, c'est que des gens très spécialisés qui peuvent traiter ça, et on n'en a pas. Ce qui est vrai, pour la deuxième partie. Parce que c'est pas du tout juste un truc d'expert. On s'est rendu compte, ça aussi c'est une histoire scientifique intéressante, je vous ai parlé tout à l'heure des essais contrôlés randomisés qui avaient été créés qui avaient été conduits sur les psychothérapies spécialisées. Vous avez par exemple TCD contre Treatment as Usual. Okay, efficacité de la TCD supérieure à Treatment as Usual. Okay. Sauf qu'après, 15 ans plus tard, quand on savait que la TCD marchait, on s'est dit, ouais, mais quand même, les comparateurs, ils étaient un peu éclatés. C'est-à-dire que les comparateurs, c'était rien. Enfin, un suivi psychiatrique une fois par mois, mais il n'y avait pas de psychothérapie. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment la TCD qui est efficace ou la psychothérapie, en fait? Donc, ils ont construit des nouvelles générations d'essais contrôlés randomisés où ils ont comparé avec un traitement actif, qui serait en fait un traitement généraliste, qui prend toutes les règles de bonne pratique du borderline et qu'ils en font un traitement, ce qu'on appelle un traitement généraliste. Et ce qu'ils ont vu dans toutes les approches psychothérapiques citées ici, alors à part la thérapie des schémas qui ne s'est pas prêtée au jeu à ma connaissance, mais sinon, toutes l'ont fait et toutes ont vu que c'était à peu près équivalent. Donc en fait, on peut tous traiter un trouble de personnalité borderline. Tous.
avec des approches basées sur les bonnes pratiques. Et c'est ça qui doit être fait en pratique pour réserver les traitements spécialisés aux patients qui en ont le plus besoin. Vous voyez, on ne va pas traiter toute forme de dépression avec des ECT. Et on ne va pas traiter toute forme de schizophrénie avec aldol-clozapine. Vous voyez? Du coup, il faut changer cette vision-là de ça doit être réservé aux experts. Parce que le problème, sinon, c'est qu'après, il y a des gens qui deviennent des experts. Est-ce qu'à 29 ans, on peut être un expert? Je ne sais pas. Et qui, d'un coup, se retrouvent avec tous les patients parce que, du coup, c'est les patients qu'on ne sait pas quoi faire. Mais on ne peut pas tenir ce truc-là. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les collègues, quand je me suis formé chez des collègues en Suisse notamment, qui m'ont dit à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'on forme des gens, ils montent une unité et ils finissent croulés sous les demandes, mais en fait sur un point de vue local, sur un point de vue global, il n'y a pas de changement. Ok? Donc voilà. Donc c'est pas juste un truc d'espère. Quelques autres mythes, c'est plus pour encore une fois, taquiner un petit peu, pour susciter le débat. Il vaut mieux passer à côté du borderline que du bipolaire. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Je ne sais pas, parce que quand on suit un patient pour un trouble de personnalité borderline, souvent on le suit régulièrement, et on ne passera pas nécessairement à côté d'une phase hypomane. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le risque de passage à l'acte suicidaire, le risque de comportement autodommageable chez le borderline est bien plus élevé que chez le bipolaire. Donc oui, quelque part, on se protège en disant si un jour il devait faire une phase de l'humeur, alors il aurait été diagnostiqué. Ouais, mais en même temps, en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Donc je pense que ça vaut le coup de se poser, de remettre ça en question. Parce que le borderline, dans l'aigu, il fait beaucoup de choses autodommageables. Est-ce que c'est plus autodommageable de laisser un patient faire des tentatives laisser un patient entre guillemets bien sûr, faire des tentatives de suicide tous les mois sans traitement, ou une phase hypomane à la fin de l'année? Ça se questionne. Ils sont insupportables et ne veulent pas aller bien. Bah, parfois c'est pas faux, mais c'est leur maladie. C'est-à-dire que c'est leur maladie. Leur maladie est interpersonnelle et leur maladie est un problème de régulation émotionnelle. Est-ce qu'on se dirait qu'un patient dépressif, il est insupportable parce qu'il ne veut pas sortir de son lit? Bah oui, parfois, mais pour autant, il ne peut pas grand-chose. Vous voyez? Donc c'est cette idée, en fait, finalement, de stigma qui résiste chez les patients borderline qu'on a réussi à annuler chez les autres patients. Mais pourquoi ils résistent chez le borderline? Parce que c'est des patients qui activent sur la sphère interpersonnelle, donc qui nous activent, nous, et on agit ça. Mais en fait, en pratique, c'est pas différent d'autre chose, c'est leurs symptômes. Idem pour la stigmatisation. Ça, c'est moins fréquent, je pense, en France, mais c'est quelque chose qui est très fréquent à l'international. C'est stigmatisant. Là encore, est-ce que c'est plus stigmatisant de poser un diagnostic de trouble de personnalité borderline en disant, dans 10 ans, vous avez 90% de chances de plus l'avoir, ou de dire vous êtes bipolaire, par exemple? Bipolaire, c'est chargé aussi. Borderline, ça l'est, mais bipolaire aussi. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si c'est plus stigmatisant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'études, à ma connaissance en tout cas, peut-être que j'en ai loupé, hein, qui montrent que le diagnostic de borderline est plus stigmatisant qu'un autre diagnostic. Par contre, il y a pléthore d'études qui montrent que quand on pose le diagnostic, ça aide les gens. Et alors ça, c'est bon. Ce truc, parce que on a tous des histoires de chasse. On a tous des histoires de... Merde. On a tous des histoires de chasse. On a tous des histoires où, en fait, on connaît un patient qui a été diagnostiqué borderline et qui, en fait, on lui a mis du lithium, on lui a mis de la lamotrigine et, en fait, il était en rémission complète. Et alors là... Du coup, ça veut bien dire que le borderline, ça n'existe pas et que c'est souvent des bipolaires cachés. Comme on connaît tous des patients borderline qui ont pris de la Ritaline et qui, en fait, c'était des TDAH cachés et, en fait, on ne l'avait pas vu. Oui, moi, je connais des patients qui ont été diagnostiqués bipolaires à tort et qui ont pris 40 kilos sous neuroleptique et qui n'avaient pas de bipolarité et qui, après 2 ans de thérapie, ont tout arrêté, vont mieux. Donc, finalement, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des expériences personnelles et je ne sais pas si on peut les répliquer. Enfin, les généraliser, pardon. Vous voyez? Donc c'est... encore une fois, je trouve que ça fait remuer un peu
Un peu la taquinerie, mais n'y voyez pas d'agressivité cachée. Du coup, pour terminer, on arrive à la question de la borderline et de la bipolarité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vaste débat, mais en même temps, c'est un débat qui commence à être maintenant assez accepté, je pense, de la différenciation entre les deux. Parce qu'il y a eu une grande vague des années 80 aux années 2020, je pense, à peu près, de est-ce que le borderline est un trouble du spectre bipolaire? Ça, c'est les travaux de Akiskal en premier, donc c'est ce monsieur-là. Est-ce que c'est un trouble du spectre bipolaire? Et en fait, c'est pas du tout un trouble de personnalité, avec tout le concept de cyclothymie. Ou est-ce que c'est un vrai trouble à part de la bipolarité? Mince. Ah oui, j'ai passé toutes mes diapos en fait. Et ben, notamment parce qu'ils ont des caractéristiques cliniques communes. La dysrégulation émotionnelle, on peut la retrouver aussi dans la bipolarité, l'impulsivité, la suicidalité, les facteurs de risque communs, notamment les traumatismes dans l'enfance, et puis beaucoup de comorbidités. Alors souvent on a ce truc en tête de 20% des borderline sont bipolaires type 2 et 20% des bipolaires type 2 sont borderline. Puisqu'en fait quand on parle de cette comorbidité, on parle du bipolaire type 2. Je pense qu'un bipolaire type 1, on le sait quand il est là, quoi. Notamment parce qu'il y a des phases maniaques. Donc, gros débat. Alors, je parle sous couvert de votre... parce que je ne suis pas extrêmement sensibilisé à la littérature récente de la bipolarité, donc je parle sous couvert de votre correction s'il y a besoin. Mais la dernière fois que j'ai regardé ça, on parlait plus trop de trouble bipolaire, mais du trouble du spectre bipolaire allant d'une cyclothymie subsyndromale ou d'une cyclothymie réelle à un trouble bipolaire de type 1, bien caractérisé, full blown comme ils disent, et avec ce truc de les formes légères évoluent souvent vers des formes plus sévères, ce qui soutenait effectivement le concept de spectre. Et puis aussi cette idée d'instabilité de l'humeur bipolaire, avec vraiment ces fluctuations très cycliques, très rapides, qui peuvent être ressenties, bien sûr, dans le trouble psychothymique, mais aussi dans le trouble bipolaire de type 1 et de type 2, en dehors des épisodes aigus de manie ou de dépression. Et donc on a cette espèce de phénomène où, pour les bipolérologues, le trouble de personnalité thymique, en fait, c'est, pour certains un peu extrémistes, de la cyclothymie, et le trouble de personnalité borderline doit mieux être expliqué par la cyclothymie. Alors c'est les travaux de Peruggi, un prof italien. Bon, alors, fun fact, maintenant il n'est plus du tout dans la cyclothymie, il n'y croit plus du tout, maintenant il fait que du TDAH. Et il disait, la détection et le traitement précoce de la cyclothymie peuvent garantir un changement significatif du pronostic à long terme, avec une pharmacothérapie stabilisatrice de l'humeur appropriée. Les erreurs diagnostiques et les mauvais traitements qui en découlent sont associés à un risque élevé de transformation de la cyclothymie en une bipolarité complexe sévère borderline-like. Donc il faut en gros traiter tôt. Si on l'écoute, il faut aller très très vite à la pharmacothérapie. Donc ça, c'est les arguments des bipolérologues. Pour les borderlinologues, c'est deux troubles à part. Les borderlinologues ne nient pas la réalité ni du trouble bipolaire de type 1, ni du trouble bipolaire de type 2. Mais disent que c'est des patients qui sont différents. Je vous encourage vraiment à lire ce papier de Gunderson dans Nature, où il y a ce petit encart sur le trouble bipolaire, où il décrit bien comment, en fait, souvent, il y a une confusion entre bipolaire de type 2 et borderline plus dépression. Et en fait, on se rend compte que c'est deux pathologies qui sont différentes. Par exemple, les épisodes de l'humeur dans la bipolarité sont beaucoup plus longs et beaucoup plus systémiques, au sens symptomatique, touchent à l'humeur, tandis que les fluctuations du borderline, elles sont émotionnelles. Elles sont très liées à des triggers interpersonnels. On sait aussi qu'un patient borderline et dépressif a de plus hauts taux de troubles de stress post-traumatique, de troubles d'usage de substances, de troubles somatoformes et d'autres troubles de personnalité que les patients qui ont un trouble bipolaire de type 2 seuls. Donc il y a plein de différences comme ça, que je ne vais pas tous les citer, mais la plus grande différence, c'est qu'en fait, le trouble de personnalité limite, c'est un trouble de personnalité interpersonnel. Et ce n'est pas un trouble qu'on limite seulement aux fluctuations de l'humeur. Et d'ailleurs, toutes les difficultés des patients borderline ne peuvent pas être expliquées par les fluctuations de l'humeur. D'autant plus que pour le coup, la pharmacothérapie, on a très peu de données sur le fait que ça marche réellement chez les patients borderline, pour traiter le trouble borderline, pas les comorbidités. Et on sait que le traitement de première intention, c'est la psychothérapie. Et on sait même aussi qu'il y a une corrélation inverse entre le nombre de médicaments prescrits et leur efficacité chez les patients borderline. Et pourtant, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, ça veut dire que 90% en prennent 1 et 50% en prennent au moins 3. Un patient borderline sur 2 prend au moins 3 traitements
sans efficacité notable. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire de juger les collègues, parce qu'en fait, là encore, quiconque pratique des patients borderline, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la réalité aussi de dire qu'est-ce que je fais avec ce patient où en fait je ne peux pas l'envoyer dans un centre de psychothérapie parce qu'il n'y a pas de place. Parce que réellement, je vais poser un diagnostic et lui dire vous avez une maladie, on peut la traiter, démerdez-vous pour trouver. C'est compliqué de dire ça. Donc, bien sûr, mais là l'idée c'est de vous donner les données scientifiques pour un peu venir nuancer peut-être certaines croyances ou pas d'ailleurs. Mais c'est pas de juger quoi que ce soit. Chaque situation est complexe et on sait que la situation des disponibilités des soins aux troubles de personnalité borderline est assez rare. Mais du coup, en résumé, pour moi, et pour, je pense, les gens qui font du... Vous m'entendez ? Ah. La conclusion, en fait, c'est qu'il ne faut pas tomber ni dans un réductionnisme biologique, ni dans un dogmatisme. Parce qu'en fait, finalement, la question de la cyclothymie, c'est la question du réductionnisme biologique. Et la question de la non-existence de la bipolarité, c'est une question de dogmatisme psychothérapique. Peut-on réellement croire que des gens fluctuent sur le plan émotionnel autant qu'un patient borderline, qui ont autant de problématiques relationnelles et que ce soit lié à des fluctuations purement biologiques? Je ne sais pas. Ce réductionnisme biologique, pour moi, est dangereux, tout comme le réductionnisme psychopathologique, entre guillemets, est ultra grave. Parce que dire d'un patient bipolaire de type 1, par exemple, qui a une comorbidité de trouble de personnalité, qui n'a pas besoin de traitement, ça peut être aussi très, très dangereux. Donc, le trouble borderline doit être pris en charge par la psychothérapie et des médicaments pris isolément n'amélioreront pas le trouble. Et la présence d'un trouble bipolaire associé est fréquente, et il faut la rechercher afin d'évaluer ou non la pertinence d'un traitement pharmacologique. Je me dis que, merci, c'est plutôt du bon sens, mais en même temps, c'est finalement assez peu fait. Surtout qu'on sait que les traitements, qu'ils soient psychothérapiques ou pharmacologiques, de la bipolarité, répondent moins bien quand on ne traite pas la comorbidité borderline, et qu'en fait, finalement, il semblerait qu'il valait mieux traiter les deux en même temps, ou s'adapter à ce que le patient veut traiter en même temps, plutôt que s'acharner à vouloir d'abord traiter l'un ou traiter l'autre. Ok ? Ça, c'est une étude qui montre que les borderline et le bipolaire, c'est différent. Et ça, alors c'est des petits N, hein, c'est des petits nombres de patients, mais c'est quand même des données intéressantes. Donc, en fait, en conclusion, c'est ça la question. Hein. L'axe 2 est mort, alors pourquoi choisir? Et pour différencier, je vous encourage à lire cet article de Bayes, B-A-Y-E-S, je ne l'ai pas mis, qui publie en 2019, qui liste toutes les différences qu'on peut faire entre trouble bipolaire de type 2 et trouble de personnalité borderline. Je ne suis pas d'accord avec leur conclusion qui est de dire que si un trouble bipolaire, il faut d'abord le traiter et ensuite on voit ce qui reste, mais en tout cas, leur comparaison est je trouve celle qui est la plus convaincante. Et voilà. Alors, pour terminer, on m'avait demandé de présenter vite fait Adipsy. Bon, j'ai pas le temps, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à Adipsy, on fait des groupes de psychothérapie pour les patients addicts ou les patients psychiatriques généraux. L'admission se fait par formulaire disponible sur le site, rempli par un médecin. Le délai d'attente est à peu près de 6 mois. Jusqu'à là, on avait les soins aux troubles de personnalité qui étaient au sein de Adipsy. Et à partir de novembre, ces soins vont être ouverts en dehors de Adipsy. On aura des programmes de soins qu'on va appeler Epsilia, que vous voyez là, qui est en train d'être construit. Programme de soins basé sur la sévérité de patients souffrant de troubles de personnalité borderline. Voilà. Et on communiquera dessus au moment où ça sera le... Voilà. Et j'en profite pour faire ma pub avant de poser le micro. On organise avec les collègues du réseau lyonnais des troubles de personnalité un séminaire sur la relation thérapeutique comme fondement de l'intervention psychologique et psychiatrique. Ça aura lieu le 5 novembre, ici, avec plein de gens très chouettes. Il y aura le professeur Mario Speranza qui viendra de Paris, il y aura le docteur Michael Duarte qui viendra de Genève, il y aura le docteur Prunier, que je crois que vous allez entendre cet après-midi, vous avez entendu ce matin, qui viendra aussi parler de relations thérapeutiques. On va parler de l'histoire de la relation thérapeutique, on va parler de la science derrière la relation thérapeutique, on va parler des conceptualisations actuelles de la relation thérapeutique, on va parler de...
et dans l'efficacité thérapeutique. Voilà. On espère vous y voir nombreux et que ça vous plaira. Merci. S'il y a des questions, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Les 33% de suicide chez les jeunes, c'est frappant. Est-ce que c'est important de donner une tranche d'âge? Est-ce que les psychologies, vous avez pu détecter ce type de jeunes? Est-ce que c'est d'apporter tout? Alors, la question pour la visio, parce que je ne sais pas si en visio ils entendent les questions, c'est 33% de suicides chez les jeunes. Quelles sont les typologies de jeunes qui se suicident et qu'est-ce qu'on entend par jeunes, c'est ça? Alors, ce chiffre de 33%, je sais plus en quelle population de jeunes, mais globalement, quand on parle de jeunes dans le milieu de borderline, c'est 15-25. 15-25, c'est la population d'intérêt. Aujourd'hui, on élargit même encore un peu plus. Mais c'est la grosse population d'intérêt des troubles de personnalité, c'est 15-25 ans. Parce que c'est là que le trouble de personnalité apparaît le plus, c'est là où il a son pic et après ça redescend un petit peu. Et les facteurs de risque de troubles de suicide en lien avec un trouble de personnalité, il faudrait que je me replonge dedans, mais c'est bien évidemment des comorbidités majeures, absence de soutien sur le psychosocial, etc. Mais pour moi, le vrai facteur de risque de suicide, c'est d'être traité. Parce qu'en fait, quand on regarde, ou pas, parce que quand on regarde le taux de suicide non traité qui est entre 4 et 10%, et le taux de suicide traité où il y a des cohortes, ils ont 0 suicide. Ouais, beaucoup de tentatives de suicide, mais 0 suicide. Faut vraiment se rendre compte de l'impact que le traitement psychothérapique peut avoir, y compris sur le risque suicidaire. Donc, est-ce qu'on est des génies et en fait on a tout compris, personne n'avait rien compris? Bien sûr que non. Mais par contre, il y a quelque chose à jouer sur prendre en charge cette dimension-là. Voilà. Oui. Par rapport à la résistance du coup au traitement médicamenteux pour les personnes borderline, est-ce que ça signifie que ceux qui présentent à la fois un trouble borderline et bipolaire ne répondent pas du coup au traitement dans le cadre de la bipolarité? Alors la réponse c'est est-ce qu'on peut dire un truc aussi général qu'ils ne répondent pas? Non. Est-ce que ça impacte leur réponse? Oui, clairement. Ça impacte leur réponse, oui, clairement. Encore une fois, les données sont assez peu nombreuses, beaucoup moins qu'on aimerait, mais oui, les données qu'on a actuelles disent ça. Et cliniquement, ça fait aussi sens, c'est-à-dire qu'un patient qui est borderline, qui va dysréguler sur le plan émotionnel, forcément, il va avoir déjà plus de problématiques dans l'observance du traitement médicamenteux et dans son efficacité en elle-même. S'il a quelque chose qui est identifié comme un symptôme dépressif en lien avec la bipolarité et qui en fait est lié à la problématique relationnelle interpersonnelle, là, à ce moment-là, ça pose question. Et donc, ça ne va pas forcément aussi bien marcher qu'un patient sans trouble de personnalité. Donc oui, la réponse est oui. Bonjour, je travaille dans le médico-social, j'en ai appris énormément, j'accompagne des jeunes issus de l'ASE et qui ont des diagnostics borderline, c'est très compliqué, et du coup j'en ai appris beaucoup, je voulais vous remercier. Je pense que je vous enverrai un petit mail. Merci, n'hésitez pas. Merci. Ma question c'était, nous on travaille, moi je suis infirmier dans un service, et vous disiez que du coup il n'y a pas assez de place dans les centres experts pour traiter tous ces patients. Comment on peut faire, nous, dans nos services? Je vous encourage en fait, c'est se former. Hein. Il y a un MOOC, une espèce de formation en ligne disponible pour $40 sur le site de la Harvard Medical School, sous-titre en français, qui s'appelle General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder, qui est une formation en 8 heures et qui fait toutes les règles de bonne pratique des patients borderline, premièrement. Ça, c'est important. Deuxièmement, ça va être le focus sur la psychoéducation, le diagnostic, la pose du diagnostic et la psychoéducation,
Et en service hospitalier, troisièmement, comment on organise la place de l'hospitalisation dans la prise en charge de ces patients, parce qu'on sait qu'elle peut être iatrogène. Donc voilà, mais si je devrais recommander un truc, c'est j'ai un conflit d'intérêt parce que je suis formateur de cette thérapie, donc forcément j'y crois beaucoup. Mais je vous recommanderais ça, c'est un des traitements généralistes validés dans la prise en charge des patients borderline. Donc c'est General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder, et c'est sur le site Harvard Medical School, MyCE, Continuous Education, et vous avez le workshop et vous avez le truc sous-titré en français. Et c'est fait par John Gunderson, c'est fait par lui. Donc c'est assez solide. Il n'y a pas accès gratuitement Je pense pas. Ça fait longtemps que je suis parti du Vinatier, donc je sais pas. Mais là, spontanément, je dirais je pense pas. Après, par rapport à d'autres formations, ça reste que $40. Donc si on s'y met à plusieurs, après tout le monde peut utiliser le lien. Je devrais pas dire ça, mais... D'autres questions? Merci Dr Blay pour vos interventions qui sont toujours hyper concrètes, et hyper inspirantes et positives. Merci. Une question sur, à l'inverse, un ou une patiente qui a un trouble bipolaire de type 2, pas identifié, pas diagnostiqué, pas traité, et qui va avoir des séances de psychothérapie comme si elle n'était que borderline. Que se passe-t-il? Quand quoi? À l'inverse, si une personne va être, entre guillemets, étiquetée avec des troubles borderline, bénéficiant de psychothérapie, mais sans avoir diagnostiqué une bipolarité et donc sans traitement pharmaco. Que se passe-t-il? Là, c'est résistance aussi à la psychothérapie? Point d'interrogation, merci. Je dirais, merci, je dirais, alors, spontanément, assez logiquement, ça va impacter de manière globale l'efficacité du traitement, mais pas sur les mêmes choses. C'est-à-dire que on va avoir plus d'épisodes de l'humeur, notamment s'il y a par exemple une phase hypomane ou plusieurs phases hypomanes pendant le traitement, qui va augmenter le risque de faire une dépression, et qui dit augmenter le risque de faire une dépression dit baisser la capacité qu'on va avoir à faire de la psychothérapie. Parce que forcément, un patient qui fait des dépressions tous les 6 mois, à la fin, ça devient plus possible de faire de la psychothérapie. Et en plus, ça impacte directement la capacité que le patient a à être en soins. Parce que pour voir des patients avec un trouble de personnalité borderline et un trouble bipolaire, on voit que quand on ne le traite pas, il y a ce truc de... Au lieu d'avoir, par exemple, quand ils sont euphoriques sur le plan interpersonnel, genre 12 heures d'euphorie, ils vont avoir 4 jours, ils vont pas dormir et ils vont faire n'importe quoi. Donc ça va directement impacter aussi la possibilité qu'on a d'agir sur le borderline. Donc je dirais oui, ça a un impact. Ça a un impact dans le nombre d'épisodes, je pense, dans le risque de dépression un peu chronique derrière, d'épisodes de dépression récurrente, pardon. Et troisièmement, ça a un impact aussi sur concrètement la mise en place des stratégies thérapeutiques, psychothérapiques. Donc dans ces cas-là, souvent, c'est de dire aux gens, et moi c'est un peu l'approche qu'on utilise à Dipsy, c'est pour moi, il y a ça qui me parle vous concernant, il y a ça comme comorbidité, alors il y a le TDAH aussi, normalement. On va explorer ça maintenant, et si on n'est pas sûr, eh ben, on va observer, on va voir, et si à un moment on voit que c'est un peu too much ou que ça dure pendant plus de 5 jours, en fait on les psychoéduque sur la possibilité d'une comorbidité bipolaire, et après on surveille ça régulièrement. Mais c'est pas, dans mon expérience, c'est plus compliqué de traiter. Enfin, c'est plus compliqué que l'on pense. On peut dire aux gens si on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, et on va se voir. Plus qu'on les suit régulièrement en psychothérapie, on va voir ce que ça donne. Voilà. Après, bon, il y a toujours des histoires uniques de patients qu'on a réussi à stabiliser juste avec la psychothérapie parce qu'ils étaient tellement contre les médicaments qu'en fait, voilà. Mais c'est rarissime, et c'est pas, on peut pas du tout en tirer de généralité. Il n'y a plus de questions. Je pense que... Ouais, tout derrière. Oui, bonjour. En fait, j'ai un psychiatre qui me suit dans une clinique et il me dit « Ah non, mais moi, je ne fais pas de psychothérapie. » Du coup, je le vois 4-5 minutes, même pas. Ouais. Donc, c'est très, très frustrant parce qu'en plus, on se demande, du fait qu'il ne peut pas approfondir ce qu'on ressent, comment il peut nous prescrire des médicaments. Alors... je suis totalement d'accord. C'est en fait,
il y a un phénomène qui se passe sur l'aspect de la psychiatrie et du rapport avec la psychologie qui est ultra multifactoriel, mais qui fait qu'on a intégré en France que le psychiatre, qui est devenu prescripteur, et étant donné, donc déjà il y a eu l'émergence de la psychiatrie biologique, ensuite il y a eu aussi le fait que les gens étaient traumatisés du dogme psychanalytique tel qu'il a été appliqué en France, et donc du coup, en plus de ça, en parallèle, on avait de plus en plus de demandes, donc de moins en moins, et pas de plus en plus de psychiatres, donc de moins en moins de place. Et donc pour toutes ces raisons, on s'est mis dans la tête qu'un psychiatre ne fait pas de psychothérapie. Le psychiatre diagnostique prescrit, et la psychothérapie, c'est un truc de psychologue qui fait de la psychothérapie. Et ça, c'est très français, parce qu'on a juste allé en Suisse, en Allemagne, au Canada, pour voir qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, et que les psychiatres sont psychothérapeutes. Et je pense que les psychiatres qui veulent travailler sur les troubles comme les troubles de l'humeur et même les troubles psychotiques doivent avoir des compétences psychothérapiques à minima. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent des séances de psychothérapie au sens, ils font de la TCD et tout, mais ils doivent pratiquer, à mon sens en tout cas, mais c'est ma vision, c'est très personnel, doivent pratiquer des compétences psychothérapiques. C'est pour ça qu'on invite le docteur Hugo Prunier sur le séminaire sur la relation thérapeutique, justement pour parler de ça. Parce que après, lui, il bosse avec une population de TDAH, donc c'est des populations qui sont parfois un peu compliquées et qui nécessitent des compétences de psychothérapie. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une chimère de se dire qu'on peut équilibrer bien, comprendre et aider un patient en le voyant 5 minutes ou 10 minutes tous les 3 mois. Je pense que c'est une chimère. Je pense que c'est une situation qui est liée aussi au manque de soins, mais je pense que c'est une chimère. Voilà. Mais c'est mon avis personnel. Non, je suis d'accord, tout à fait aussi. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Je pense que malheureusement, il faut qu'on termine. Merci beaucoup encore, Martin Blais. Merci. Merci. On se retrouve, c'était 13h, on va faire 13h15, 20 maximum. Essaye. Merci.